Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Ile-de-France. Des robes Dior à 6 320 €, un manteau Burberry à 3 067 €. Non, il ne sera pas question de Fashion Week lors de cette première partie d'émission, mais des notes de frais d'Anne Hidalgo. La maire de Paris se trouve au cœur d'une polémique qui éclabousse d'autres élus qui, dans leur vie publique, ne sont apparemment pas toujours si chics. On en débat en tout début d'émission. Nous ouvrirons ensuite notre page culture avec cette pièce hors du commun que nous avons eu le privilège d'aller voir hier soir à Paris. Ça se joue au théâtre du Contrescarpe. Son nom vous sera très certainement familier puisqu'il s'agit de l'adaptation d'un roman de Romain Gary, La promesse de l'aube. Tigran Mekhitaryan, l'interprète du célèbre écrivain et également metteur en scène de cette pièce, sera notre invité dans quelques instants. Et enfin, par ici les sorties, nous accueillerons Bernard Babkin, journaliste culture à Madame Figaro, qui nous dévoilera sa sélection de la semaine et vous verrez que Romain Gary ne sera finalement pas si loin. Moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner lors de cette première partie. Philippe Moreau-Chevrolet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de communication politique à Sciences Po. Soyez le bienvenu autour de cette table. Catherine Lécuyer, vous êtes conseillère du 8e arrondissement de Paris. Soyez également la bienvenue dans cette émission. Et nous rejoindrons d'ici quelques instants à distance Nicolas Lecossin, directeur du développement de l'Institut de recherche économique et fiscale. Alors c'est vrai, j'en parlais tout à l'heure en introduction. Les chiffres font froid dans le dos. Près de 210 000 € ont été dépensés en 4 ans, donc 84 000 € pour la garde-robe de Madame Anne Hidalgo et 125 000 € pour ses voyages. La séance du Conseil de Paris était particulièrement agitée. C'était ce mercredi et Grégory Canal, conseiller du 15e arrondissement, a proposé et a prononcé surtout un réquisitoire au vitriol contre les frais professionnels de la maire de Paris. Regardez. Madame la maire, charité ordonnée commence toujours par soi-même. Il y a encore quelques semaines, le maire du 18e arrondissement, M. Lejoindre, actuel directeur de campagne de M. Emmanuel Grégoire et surtout directeur de la morale de cet exécutif, nous vantait l'atmosphère de transparence et de clarté autour de vous, Madame Hidalgo. Alors qu'en est-il de la transparence? Vous vantez la démocratie, Madame la maire, mais je me permets de vous rappeler qu'il vous a fallu 4 ans pour livrer à des associations citoyennes vos notes de frais de représentation. Vous vantez la démocratie, mais il aura fallu 3 recours devant le TA, un devant la CADA, un devant le Conseil d'État pour vous faire plier et de communiquer somme toute des pièces tout à fait banales. Je me permets de dire à mes collègues, surtout ceux qui sont maires d'arrondissement, que tout de honte bu, il n'aura fallu à votre maire de Paris que quelques heures pour livrer en revanche les notes de frais des maires d'arrondissement au journal Libération en première. Madame la maire, c'est la classe, la classe. L'exemplarité à présent, c'est dommage que M. Lejoindre ne soit pas là. Qu'est-ce qu'on découvre dans ces fameuses notes de frais que moi j'ai consultées rapidement, franchement, voilà. Écouteurs, appareils multimédia, gourdes, jeux de société, souvenirs de vacances, objets insolites, j'irai pas plus loin, mais franchement, tout ça sur fond public, c'est vraiment à se plier, franchement, on ne sait pas s'il faut en pleurer ou en rire. Quand on nous parle de déontologie, Monsieur Bloch, la modestie quand même devrait vous contraindre à en rabattre au moins de 10%, à minima. Bon voilà pour cette déclaration très commentée de Grégory Canal, conseiller du 15e arrondissement de la capitale. Alors Catherine Lécuyer, je voulais vous poser cette question toute simple. Est-ce que cette affaire des notes de frais, finalement, c'est la goutte d'eau qui fait aujourd'hui déborder le vase ? Oui, alors il y a une véritable réaction en chaîne depuis la divulgation entre guillemets de ces notes de frais, ces notes de frais qui ont énormément surpris, parce qu'effectivement on découvre une vie parallèle faite de vêtements de luxe et d'accessoires en tout genre. Et c'est vrai que Madame Michu, j'allais dire, c'est-à-dire la Parisienne qui voit ça, qui a du mal à boucler ses fins de mois, ou même qui a un quotidien avec un travail, etc., qui la prend beaucoup, elle se dit, mais finalement, quelle vie trépidante, et tout cela avec des deniers publics, parce que la problématique, c'est que ce sont des deniers publics. Mais vous lui reprochez quoi, finalement, à Anne Hidalgo? Parce que quand on a des frais de représentation, c'est aussi, en partie, peut-être pour s'acheter des vêtements. Finalement, on en parlera tout à l'heure, elle est dans le cadre de la loi, Anne Hidalgo. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Alors, évidemment, c'est tout à fait la problématique du légal et du moral. Alors, ce qu'on lui reproche, c'est d'abord un manque de transparence, parce qu'on a eu énormément de mal à avoir accès à ces documents. Ça fait des années qu'un certain nombre d'associations réclament ces documents. Donc, pourquoi faut-il s'acharner pour réussir à avoir des documents qui, finalement,
relève de la transparence qui tout à fait logique. Enfin, quand on est élu, on a des comptes à rendre. Il s'agit de deniers publics. Et tout cela est normalement très encadré. Je suis venue avec, d'ailleurs, le memento des frais de représentation, donc, qui est là pour donner un cadre, en fait, à toutes ces dépenses. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'en fait, il y a eu volonté de dissimuler, ou en tout cas de ne pas faire état d'un certain nombre de dépenses qui pourraient un peu surprendre, un peu choquer. Et voilà. Ça fait plusieurs semaines maintenant que cette histoire de notes de frais défraie la chronique. Selon vous, Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que c'est un scandale politique ou bien c'est une polémique qui est gonflée aussi par les opposants de Mme Hidalgo ? C'est un scandale parce que c'est effectivement scandaleux. Je veux dire, il y a une réaction de la maire du 8e, alors votre maire à vous, qui est lunaire, où elle dit « je tiens à remercier... » On verra tout à l'heure effectivement l'intervention de Je tiens à remercier tous les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent mais qui nous ont donné quand même suffisamment pour acheter des fringues de luxe. Et puis Anne Hidalgo qui met des mois et des mois à donner ce qui devrait être normal, la transparence sur ses notes de frais. En fait, on ne comprend pas de l'extérieur pourquoi cette transparence, elle n'existe pas a priori. Pourquoi il n'y a pas chaque mois une remise des notes de frais, une publication sur un site public comme ça se fait dans d'autres pays. Et je pense que ça résoudrait le problème. Parce que la sanction a posteriori, le problème c'est qu'on constate qu'un élu a fait un peu n'importe quoi. Et c'est déjà trop tard. C'est trop tard en termes de réputation parce qu'on ne répare pas ça. Et c'est trop tard en termes d'action publique parce que l'argent a déjà été dépensé. Alors qu'un système préventif qui consisterait à dire à l'élu toutes vos notes de frais sont publiées chaque mois, vos administrés sauront très précisément ce que vous avez dépensé et pourquoi. Ça, c'est radical et ça élimine le problème. Je pense que c'est ça qu'il faudrait mettre en place en réalité. Parce que les Français, ils disent quoi ? D'un côté, on n'aime pas que les politiques dépensent. D'un autre côté, on aime bien être gouverné par des gens qui ont de l'allure. Voilà. Est-ce que selon vous, il faudrait une autorité qui valide la royauté, c'est pas possible. Est-ce qu'il faudrait une autorité qui valide des notes de frais quelque part ? Est-ce qu'il faudrait une autorité peut-être étatique ? C'est déjà le cas. En fait, tout est déjà cadré. Il y a vraiment je vous dis, il y a un document qui comporte un certain nombre de pages qui manifeste effectivement toutes les règles qui encadrent ces notes de frais. Mais visiblement, il y a un problème dans le circuit de validation de ces notes de frais. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand Anne Hidalgo, par exemple, souhaite s'acheter une robe excessivement chère, est-ce que avant même qu'elle aille sortir la carte bleue, il ne faudrait pas justement que ce soit validé, que cette demande soit validée ? Tout à fait, c'est ce que vous expliquez, c'est ce qu'il ne faudrait pas soumettre avant la même dépense, effectivement que ce soit dépensé. pour voir si effectivement la dépense n'est pas inconsidérée compte tenu de la manifestation. Je pense que si la maire savait que ça allait être publié sur le site de Paris.fr dans le mois qui suit, elle n'achèterait pas une robe Gérard Darel. Après, il y a des histoires de seuil. Ce qu'elle a acheté n'est pas forcément, chaque élément de ce qu'elle a acheté n'est pas forcément cher. C'est la totalité qui est chère. Donc si vous êtes en dessous de certains seuils, il y a des niveaux de contrôle différents suivant les dépenses. Allez, nous sommes à distance avec Nicolas Lecossin, directeur du développement de l'Institut de recherches économiques et fiscales. Bonjour, soyez le bienvenu dans cette émission. C'est légal de s'acheter une blouse Dior à 1 120 € quand on s'appelle Anne Hidalgo ? C'est peut-être pas illégal de s'acheter une robe Dior, mais vu les finances de la ville et vu la situation de l'économie en général, l'endettement de la ville de Paris, on peut dire que c'est exagéré et c'est trop, comme on peut le dire comme ça. À l'IREF, nous avons sorti l'année passée une étude sur les finances de la ville de Paris. On avait obtenu des informations de l'intérieur de la ville et on avait remarqué que la ville s'endettait terriblement, donc elle dépasse les 10 milliards d'euros de dette. Donc c'était vraiment pas le moment de dépenser, même si les sommes sont pas énormes par rapport aux plus de 10 milliards d'euros, les sommes ne sont pas énormes, mais ça fait quand même 4 500 € de dette par Parisien, alors que au début des années 2000, on était à 600 € de dette par Parisien. Donc c'est le geste, c'est la situation, c'est le contexte qui fait que c'est quelque chose de trop pour la ville de Paris. On a parlé tout à l'heure d'un memento avec Catherine Lécuyer. Est-ce qu'il existe des textes légaux qui encadrent les notes de frais ou bien il y a une espèce de flou artistique aussi autour de ce dispositif ? Alors il y a la Chambre régionale des comptes qui regarde les comptes de la ville de Paris, pas seulement de la ville de Paris. Et il y a partout des chambres régionales. Donc ils regardent les dépenses, ils regardent les dépenses excessives, toutes les dépenses d'ailleurs des villes et des régions, et ils font des rapports. Alors le dernier rapport qui doit sortir, apparemment il n'est pas encore sorti,
est extrêmement critique à propos de la ville de Paris. Donc, ce qui est important, c'est de voir des suites de cette affaire. C'est-à-dire, ok, très bien, on montre les dépenses excessives, on montre qu'il fallait pas dépenser. Il y a une association qui s'est battue pour obtenir, pour voir, pour que ces dépenses soient publiées, soient claires, soient vues par tout le monde. Mais il faut maintenant prendre des mesures. Et on sait très bien, malheureusement, qu'il s'agisse de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, il n'y a pas beaucoup de conséquences, de suites après des dépenses excessives. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Si la loi n'est pas respectée, si les règles ne sont pas respectées, les élus encourent quoi très exactement? Pas grand-chose. D'abord, Madame Hidalgo a nié, puis après, elle a dit un peu n'importe quoi. Ce n'est pas seulement le cas de Madame Hidalgo, c'est le cas aussi d'autres députés et sénateurs. Alors, cela dit, dans d'autres pays, les élus ont encore plus d'argent à dépenser. Donc, mais au moins, il faut montrer comment on dépense l'argent. C'est-à-dire, il faut que les gens sachent exactement où va l'argent. 200 000 euros, ce n'est pas une somme excessive vu la dette de la France, même la dette de Paris. Mais il faudrait vraiment la transparence du début à la fin. C'est-à-dire que c'est l'argent des contribuables. Il faut que les contribuables sachent exactement où vont leurs impôts. Alors, Catherine Écuyer, c'est vrai qu'on se rend compte à travers cette affaire qu'il n'est pas forcément question de légalité, mais plus de morale finalement. Pour vous, à titre personnel, en tant que conseillère de Paris, c'est quoi la ligne rouge? Alors, d'abord, moi, je suis conseillère d'arrondissement. J'étais conseillère de Paris la mandature précédente et je n'avais pas de frais de représentation. Nous avions j'avais des indemnités, mais il n'y avait pas de frais de représentation. Ce qu'on peut reprocher dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu le sentiment que ces frais de représentation deviennent de l'argent de poche. C'est un peu, un petit complément de revenu. D'ailleurs, Madame Hidalgo, hier, lors de la séance du Conseil de Paris, a, au travers des lignes, évoqué le fait que comment peut-on vivre avec... vous savez quoi, on va l'écouter justement, Anne Hidalgo. Je vous mets au défi de vivre avec l'indemnité de 4 900 € net après impôt de la maire de Paris. Je vous mets vraiment au défi. Mais en fait, j'aimerais vraiment pas... Voilà, ça vous choque. Je vais vous demander votre avis aussi, mais c'est vrai que ces propos-là, quand effectivement vous parliez, entre guillemets, de façon un peu caricaturale, de Madame Michu, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup de Madame Michu, quand elle entend ces propos-là, évidemment, c'est pas forcément bien reçu. Elle est tout à fait en droit d'être absolument choquée. Choquée. Vivre avec 4 900 € par mois, beaucoup de Français aimeraient bien avoir cette somme-là sur leur compte en banque tous les mois. Donc après, il ne faut pas faire de populisme. Moi, je ne suis pas contre les frais de représentation, mais je suis pour effectivement la transparence et que les Français soient aient connaissance, en tout cas, des sommes qui sont dispensées, qui sont proposées à leurs élus pour qu'ils soient effectivement habillés au moment de grandes représentations, habillés avec un certain panache. Mais voilà, je pense que là, la transparence, elle est primordiale et qu'on est allé très loin dans des dépenses. On a le droit d'être choqué. Mais c'est vrai, Philippe Moreau-Chevrolet, que dans cette vidéo, dans cette prise de parole, Anne Hidalgo avoue à demi-mot que ces frais de représentation sont en effet un complément de salaire pour elle. Elle le dit. Oui, elle explique que le revenu médian en France est 2 200 €. Donc c'est l'équilibre entre les plus riches et les plus pauvres. Donc le salaire dont elle parle, il est plus du double de ça. Donc pour la majorité, l'immense majorité des Français, son discours est inaudible. Parce que 4 900 € par mois, croyez-moi, ils seraient contents de l'avoir, encore une fois. Donc c'est un discours qu'ont certains politiques déconnectés. C'est-à-dire qu'ils vivent de leur propre expérience, quelque chose qu'ils ressentent comme un déclassement, parce qu'ils sont entourés en permanence de gens très riches, ce qui est le cas d'Anne Hidalgo. Elle rencontre des PDG, elle rencontre des chefs d'État beaucoup plus riches qu'elle. Il y a un choix très simple qui serait de ne pas être maire de Paris. Parce qu'elle pourrait faire un autre métier, où elle gagnerait plus d'argent. Bien sûr. Voilà, le message qu'elle envoie, c'est mal payé. C'est mal payé, non, parce que pour les Français, c'est pas un sacerdoce, mais c'est un sacrifice de faire de la politique. Ça ne doit pas devenir une source de revenus, ça ne peut pas être rentable d'une certaine façon pour les gens qui la font. C'est triste d'un côté. On aimerait rémunérer les gens plus peut-être, mais c'est inaudible dans la période actuelle. Et elle rentre à plein là-dedans. C'est la déconnexion qui tue le politique. Enfin, ça ne peut que mettre les gens en colère. Et ça nous rappelle les propos
propos de la maire du 8e arrondissement dont on va diffuser quelques extraits d'ici un court instant. Mais je voudrais aussi mettre cette affaire en perspective avec cette affaire aussi il y a une vingtaine d'années, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette ministre suédoise qui a démissionné parce qu'elle avait acheté avec une carte professionnelle une barre chocolatée. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que là, on est vraiment dans deux mondes différents. Est-ce que, d'ailleurs, Anne Hidalgo doit démissionner à cause de cette affaire, selon vous? Je n'imagine pas Anne Hidalgo démissionner. On est en France. Ouais. Ça ne me semble pas du tout correspondre à l'état d'esprit français. Mais il faut qu'il y ait une enquête, au moins. Il faut que cette affaire-là soit creusée. En tout cas, pour l'exemple, ce serait intéressant quand même qu'on ait une étude, qu'on vérifie, en tout cas que ces dépenses correspondent bien aux dépenses qui sont considérées comme rentrant dans le cadre des frais de représentation. Ouais. Voilà, je pense que ça, à minima, ça pourrait faire avancer les choses et puis permettre peut-être d'avoir un cadre un peu plus strict. Parce que le cadre est là, mais il y a un certain flou finalement dans les frais de représentation. Il est quand même précisé que dans ces frais de représentation ne doivent pas rentrer en ligne de compte tout ce qui est personnel. C'est-à-dire que c'est uniquement dans le cadre d'un mandat, enfin de frais liés au mandat. Et justement, Nicolas Lecossin, vous êtes avec nous à distance, je le rappelle. Que faudrait-il faire pour contrôler davantage l'utilisation de ces frais professionnels ? Alors, j'aimerais juste revenir sur les salaires, sur les indemnités, parce qu'on a regardé, on a comparé un peu avec d'autres grandes villes. À Londres, à Berlin, ils gagnent 2 fois plus que Madame Hidalgo, les maires. Mais bien sûr, il faut le mettre en perspective, c'est-à-dire que si vous parlez d'un salaire de 4 900, 5 000 par mois, il ne faut pas oublier que le maire est nourri, logé, blanchi, donc il n'y a pas de dépenses, d'autres dépenses, ou très peu de dépenses. Mais il est vrai que dans d'autres grandes capitales européennes, les maires gagnent plus, et ils ont d'ailleurs des frais de représentation plus élevés qu'à Paris. Mais ce qu'il faut faire, pour revenir à votre question, c'est qu'il faut vraiment avoir une idée exacte où va l'argent. Et ça, c'est valable pas seulement pour la mairie de Paris, mais aussi pour le budget de l'État et pour tout ce qui est dépenses publiques. Sinon, on arrive à la dette à laquelle on est aujourd'hui et ça ne s'arrête jamais. Donc, il faut vraiment, vraiment tout contrôler et suivre les recommandations de la Chambre des comptes et de la Cour des comptes. Il faut vraiment les suivre, sinon ça ne s'arrêtera jamais. Après Madame Hidalgo, il y aura un autre maire qui dépensera encore plus. Et c'est déjà le cas, parce que je le disais tout à l'heure, cette affaire éclabousse d'autres familles politiques également. La preuve avec Jeanne d'Auxerre, la désormais très célèbre maire LR du 8e arrondissement de Paris, qui a tenu des propos qui ont beaucoup fait réagir. Écoutez. J'ai cette image de maire toujours bien sapée, toujours élégante. Donc, je suis quand même maire d'un arrondissement qui est le 8e arrondissement. Et effectivement, ce soir, je viens pour m'exprimer sur ces dépenses pour que les vêtements. Parce que, comme vous le savez, chaque maire a une enveloppe de 990 € par mois. Et chaque maire peut dépenser comme il veut. Donc, moi, j'ai préféré effectivement m'acheter des fringues pour être bien sapée. Mais je comprends tout à fait qu'une personne qui gagne 1 200 € par mois puisse être choquée que nous, on puisse avoir 990 € donc, de frais de frais des indemnités, donc de représentation. Je le comprends tout à fait. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier tous nos concitoyens et concitoyennes qui travaillent et qui, effectivement, nous permettent d'avoir donc ces indemnités. Voilà pour ces propos qui ont fait évidemment beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Même les humoristes d'ailleurs l'ont beaucoup relayé cette vidéo. C'est assez drôle au second degré quand même. Elle remercie tous les Parisiens de bien avoir voulu payer pour sa garde-robe. Ça aurait pu être une chronique de Philippe Cavrivière le matin sur une grande radio. Ça aurait pu être du Canteloup, ça aurait pu être une imitation tellement c'est... Comment vous avez réagi vous d'ailleurs, Philippe Moreau-Chevrolet, lorsque vous avez découvert ? J'étais partagé un peu comme Thomas Porcher dans l'extrait. J'étais partagé entre la stupéfaction, l'envie de rigoler parce que quand même c'est très drôle. Et me dire, mais c'est pas possible d'être aussi méprisant envers les gens, parce que c'est très méprisant, hors sol, et de penser que la meilleure défense, c'est ça. Enfin, il faut quand même se placer dans le contexte où elle pense que pour se défendre d'une accusation d'avoir dépensé des produits de luxe, elle va remercier les gens pauvres de lui avoir donné de l'argent.
C'est assez douteux en termes de communication. C'est douteux au plan humain, c'est douteux à tous les niveaux, quoi. Donc il y a un sujet avec elle. Après, le problème, c'est comment on empêche que ça recommence, ce qui est plus intéressant. Et donc moi, je pensais à la transparence, et je pense vraiment que c'est ça qu'il faut mettre en place. Et je pense qu'Anne Hidalgo a un bon moyen de s'en sortir par le haut, qui consiste à rendre l'argent, c'est ce qu'on avait dit à François Fillon, c'est valable pour elle aussi, rembourser les dépenses injustifiées, et puis mettre en place, avant de partir, elle a sans doute le temps, une règle plus stricte en disant, écoutez, ok, on a fait des erreurs, on va réparer pour l'avenir. Pour l'instant, elle n'est pas forcément partie sur cette ligne de conduite. Ah non, pour l'instant, c'est à la française. J'assume, et en gros, c'est pas mon problème, circuler. Je suis dans la légalité. Oui, voilà. Ça c'est la défense française. À chaque fois qu'un politique est accusé, il est dans le déni. Donc il dit, regardez, il n'y a rien. Sachant que les arguments sont pareils, ne tiennent pas véritablement, parce que dans la ligne de défense d'Anne Hidalgo, elle affirme, et c'est vrai, qu'elle doit aussi représenter la ville de Paris à l'étranger, que par conséquent, elle doit faire prêter des habits. C'est ce que j'allais vous dire. Tout à fait. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai plusieurs fois, je me suis dit, mais après tout, on voit ça, je pense que Mme Macron, de Cannes, par exemple, Mme aussi, c'est Macron bête, est habillée aussi par des grands couturiers français. C'est l'image de la France, donc ça fait rayonner notre haute couture. Donc pourquoi pas, dans des grands événements, qu'effectivement des grandes marques vous prêtent un certain nombre de tenues, et ce serait donnant-donnant finalement. Oui, d'ailleurs, vous prenez l'exemple de la Première Dame, ce qui est un exemple très intéressant, parce qu'il n'y a pas de budget alloué à la tenue de la Première Dame. C'est-à-dire que la Cour des comptes l'avait précisé d'ailleurs à une époque, parce qu'il y avait un chiffre qui était sorti, qui pareil était mirobolant, des dépenses de plusieurs centaines de milliers d'euros. En vérité, c'est elle qui se les achète, mais elle se les fait prêter également par des grandes marques de façon à pouvoir représenter la France à l'étranger. Autre donnée très intéressante, c'est qu'il y a aussi une différence de traitement entre les maires en fonction des grandes villes. Je prends l'exemple de Grégory Doucet, par exemple, le maire de Lyon, lui, qui n'a le droit qu'à 3 000 € de frais de représentation. Les élus d'arrondissement, d'ailleurs, n'ont même pas le droit à une dotation particulière. D'où ma question, Nicolas Lecossin, pourquoi un tel écart de traitement en fonction des grandes villes ? Déjà, si on est maire de Paris, on est quand même maire de Paris, donc il faudrait, c'est un symbole. Mais comme on vient de le dire, je trouverais normal qu'une grande marque, Dior ou Yves Saint Laurent, offre à la maire de Paris une robe pour ses cocktails. Donc pas besoin de les acheter. Dans les autres grandes villes, c'est différent. Même si c'est une ville comme Lyon ou autre, ou Bordeaux, ce n'est pas Paris. Donc ce n'est pas la même chose. Paris, c'est un symbole, et de toute façon, c'est quelque chose de différent. Mais ce n'est pas une raison pour dépenser encore plus, et surtout ne pas en informer les contribuables parisiens. Ouais, c'est vrai que dans cette histoire, en fait, c'est la question de la transparence. Et en préparant cette émission, je suis retombé sur un reportage d'il y a une dizaine d'années, mais qui a une résonance particulière dans l'actualité que nous vivons. C'était en Suède. Les caméras suivaient une parlementaire, et elle expliquait qu'avant même d'envisager une dépense dans le cadre de son métier, il fallait qu'elle en informe un bureau. Et c'est le bureau même qui allait, par exemple, réserver des billets d'avion, des billets de train, des voyages. Et quand la journaliste lui explique qu'en France, il n'y a pas forcément de justificatif à apporter dans le cadre de cette enveloppe qui leur est allouée, à ce moment-là, elle tombe des nues. Elle dit, mais en France, vous avez un système qui est quand même très particulier. Est-ce qu'il faut s'inspirer de ces pays comme la Suède pour pouvoir faire en sorte que ça se passe beaucoup mieux en France ? Pourquoi pas ? Après, nous, on est des Latins, donc on n'a pas le même mode de fonctionnement, mais pourquoi pas ? De toute manière, il y a forcément une grande marge d'amélioration. Et encore une fois, moi, je ne suis pas contre les frais de représentation. Je pense que ça fait partie, ces frais de représentation ont une utilité, mais pour autant, dans une certaine mesure. Voilà, la mesure, c'est aussi un élément important dans le dispositif. Il faut savoir, il faut que ces frais soient ajustés, en fait. Correspondent à l'état les finances de la ville de Paris, effectivement, sont dans un état catastrophique. Notre pays connaît une période un petit peu compliquée, et donc il n'est pas décent d'avoir de telles dépenses. C'est vrai qu'on parle de transparence là, mais est-ce que la France est un mauvais élève sur le terrain de la transparence en France ? Ah oui, c'est ce que dénoncent toutes les associations, en particulier Anticor, qui fait un gros travail là-dessus. On a un problème de transparence, oui. Ce qui arrive à Paris, c'est rien par rapport à ce qu'il faudrait faire en termes de transparence dans le pays, parce que c'est duplicable à beaucoup de collectivités. Parce qu'on il y a des abus aussi dans d'autres villes.
Il y a des abus dans d'autres villes, mais ce n'est pas des gros abus, ça. D'ailleurs, ce n'est pas des énormes sommes, mais c'est des petites choses qui, au quotidien, ternissent la relation entre les politiques et les Français. Il y a beaucoup d'incompréhension aussi. Un salaire, c'est un salaire. Les Français n'ont pas une deuxième poche dans laquelle ils peuvent se servir pour leurs vacances. Ce serait génial, mais ça n'existe pas. Puis il y a cette espèce de condescendance quand même qui est manifestée par la maire du 8e, qui consiste à dire que moi, je suis dans le 8e quand même, les gars, il faut que je m'habille bien. Non, un politique, il est supposé être aussi à l'image de la politique, c'est-à-dire modeste, au service des autres et qui travaille. C'est pas forcément une représentation. Elle peut pas gagner cette course-là. Il y a des gens beaucoup plus riches dans le 8e. Hein. Tout à fait. Il y a une certaine sobriété. Et puis, pour en revenir au 8e... C'est désagréable pour les autres arrondissements. Moi, j'habite dans le 9e. Alors, ça veut dire quoi? On est tous mal habillés dans les autres arrondissements. Bon, écoutez, je me serais pas permis. Je me serais pas permis. Pour en revenir au 8e arrondissement, c'est un arrondissement beaucoup plus contrasté qu'on l'imagine, avec une sociologie qui, effectivement, est plutôt privilégiée. Mais il y a de tout. Il y a de tout. Et il y a un certain nombre de gens, et d'ailleurs des gens privilégiés, qui ont été extrêmement choqués par la séquence. J'ai eu énormément de messages. J'allais vous poser, parce que je ne vous ai pas demandé votre réaction justement face aux propos de Jeanne Dautxer, la maire du 8e arrondissement, mais vous avez été surprise lorsque vous avez entendu ces propos? Écoutez, j'ai trouvé, moi c'est surtout la dernière partie, donc le remerciement aux contribuables. Là, je me suis dit, waouh, il faut oser en fait. Là, j'ai trouvé ça extrêmement choquant, extrêmement déplacé. Avec une forme de désinvolture, en fait. Je suis comme si cet argent n'avait pas de... Ça ne représentait rien. Et c'est vrai que cette affaire a provoqué beaucoup d'émoi à la fois dans la classe politique, y compris à gauche d'ailleurs, le Parti Socialiste avec Olivier Faure qui avait vraiment dénoncé les frais professionnels de Madame Hidalgo, et dans la population également. Que symbolise cette séquence dans le monde politique tel qu'on est en train de vivre, dans lequel on est en train de vivre actuellement? Est-ce que vraiment ça symbolise une forme de déconnexion? On sait qu'il y a vraiment, c'est vrai, une rupture entre la population et le monde politique. Est-ce que là, ça va s'accentuer davantage encore à travers les propos de la maire du 8e arrondissement, mais aussi des notes de frais de Madame Hidalgo? Oui, ça accroît la déconnexion, ça donne pas envie de voter aussi, très clairement, ça provoque le désengagement des gens qui peuvent se dire les politiques sont décidément pas fréquentables. Et puis ça montre qu'il n'y a pas de dialogue possible avec la maire de Paris d'une certaine façon. Alors c'est sa personnalité aussi, mais on devrait contraindre les politiques davantage, et on est dans un pays où on leur met très peu de contraintes. Regardez le chef de l'État en ce moment, il a très peu de contraintes virtuellement. S'il décide demain de dissoudre l'Assemblée, on peut absolument rien faire. Donc la question c'est quand est-ce qu'on reprend le contrôle pour mettre en place des institutions rationnelles, parce que la sanction qu'on risque d'avoir, c'est l'arrivée au pouvoir de populistes purs et durs, qui vont faire comme Trump aux États-Unis. Ils diront qu'ils vont accroître les contrôles et qu'ils vont faire plus de morale finalement, et ils vont faire exactement l'inverse et se servir encore plus dans la caisse, sans aucun contrôle cette fois-ci. Et est-ce que vous pensez que cette affaire, au centre de laquelle se trouve Anne Hidalgo, aura des répercussions sur les prochaines élections municipales qui, je le rappelle, se tiendront les 15 et 22 mars prochains? Elle n'est pas candidate. Et c'est l'occasion pour ses futurs héritiers de se distinguer d'Anne Hidalgo, et d'ailleurs il devrait le faire, il devrait s'exprimer et dire nous on n'est pas comme ça et on changera les règles. Vous partagez cet avis? Moi je pense que ce sera un des sujets. Il y a évidemment le sujet des finances, de la dette parisienne, et dans ce sujet il y aura le sujet de la transparence et du bon usage des deniers publics. Alors comme je disais, pourtant, alors effectivement il y a Madame Hidalgo qui, comme elle est la maire de Paris, a été très médiatisée, mais on peut aussi citer Jean-Pierre Lecoq qui a acheté des chaussures de femmes à 745 €. Alors c'est vrai que ça peut faire sourire. Si c'est pour lui, on peut en discuter, mais je pense pas que ce soit... En l'occurrence, voilà, maire LR du 6e arrondissement de Paris, alors il se dit prêt à rembourser les montants qui auraient été mal interprétés. En vérité, c'est des abus qui existent, que tout le monde connaissait, mais qui étaient mis sous le tapis. Que tout le monde connaissait, pas forcément. Je pense que beaucoup de gens sont tombés des nues. Non, acheter une paire de chaussures à sa femme avec son indemnité d'élu, non. Mais je pense choquant même, au dernier degré quand même. Je pense à Éric Lejoindre, le maire du 18e, où là aussi on a découvert des écouteurs, des menus pour enfants, on a découvert un certain nombre de choses. C'est vrai que je pense que quand même beaucoup de gens, il n'y a pas connaissance de l'usage. Mais dans le milieu politique, ça ne se savait vraiment pas. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous aviez entendu parler de ces notes de frais qui étaient utilisées parfois. Non, c'est arrivé à l'Assemblée nationale, par exemple. François de Rugy, qui était l'ancien président de l'Assemblée nationale, il avait acheté un vélo d'appartement. Alors c'était pour son appartement de fonction. Mais c'est des cas, on imagine, je ne pense pas que tous les politiques soient comme ça non plus. Voilà. Et c'est bien de le rappeler parce que peut-être aussi, on parle beaucoup de la crise de vocation aussi en vue des prochaines élections municipales. Il y a beaucoup de Français qui ne veulent plus s'engager en politique à cause de ce genre d'affaires. Est-ce que ces affaires-là aussi, et puis aussi cette transparence à tout prix, ne risque pas aussi de provoquer une crise de vocation encore plus importante? La transparence, c'est nécessaire et ça permet d'éviter ce type de crise. Donc au contraire, il faut plus de transparence et puis on attirera des gens peut-être un peu différents en politique. Et attention au voyeurisme. Oui.
Voilà, l'idée, c'est ce que disent certains politiques c'est de aussi. mesurer l'enrichissement personnel ou pas. Oui, voilà. C'est pas de se délecter en allant regarder le patrimoine. Non, on ne va pas regarder le compte en banque personnel d'Anne Voilà. Hidalgo. Mais chez les ministres, vous savez, on est obligé aussi de Chez tout les déclarer. ministres, il y a une problématique d'enrichissement personnel Voilà, donc il faut à quand même... travers la fonction qui fait qu'on ait quand même besoin de savoir s'ils reçoivent des virements de 15 000 € par mois de Moscou ou d'autres... Mais chez les ministres, la transparence, elle est absolue. Il y a la haute autorité de la transparence pour la vie publique, d'ailleurs. C'est très bien qu'elle le soit. Mais d'ailleurs, dans les conseillers de Paris ont aussi une possibilité. Alors, ils font une déclaration d'intérêt, déclaration de patrimoine. Alors, la déclaration d'intérêt n'est pas obligatoire, me semble-t-il, ou l'inverse, ou la déclaration de patrimoine. Enfin, en tout cas, vous allez sur le site du Conseil de Paris, vous aurez voilà, quelques éléments sur le patrimoine des uns et des autres. Si la moralité n'est pas spontanée, elle ne l'est pas visiblement. Si les contrôles actuels ne suffisent pas, la transparence, ça permet de responsabiliser tout le monde. Après on agit. Eh bien, merci beaucoup Philippe Moreau-Chevrolet, merci Catherine Lécuyer, merci Nicolas Lecossin à distance d'avoir été avec moi lors de cette première partie. On poursuit cette émission avec cette œuvre qui, par l'émotion qu'elle dégage, va vous électriser les chines. Peut-être l'avez-vous lu, peut-être l'avez-vous regardé sur grand écran dans une salle obscure au cinéma avec Pierre Ninet dans le rôle principal. Je vous propose que vous découvriez cette fois-ci sur les planches l'adaptation saisissante d'une œuvre absolument monumentale. Nous sommes très heureux d'accueillir dans ce studio celui qui, accompagné de deux autres comédiens talentueux, brillants, porte cette histoire à bout de bras. Bonjour Tigran Bekitarian. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir ici. Alors je le rappelle, La promesse de l'aube, c'est le titre de la pièce que vous mettez en scène au théâtre du Contrescarpe à Paris. Vous y jouez aussi le personnage principal. Et je suis allé la voir hier, cette pièce. Et franchement, j'ai été très touché et aussi ému, comme beaucoup de spectateurs dans cette salle, par la justesse du jeu de tous les comédiens qui se trouvent sur les planches. Alors on retrouve vraiment l'âme du roman de Romain Gary, La promesse de l'aube, qui a été écrit en 1960, qui ne date pas d'hier et qui raconte cette union et cette relation fusionnelle, passionnée entre une mère et son fils. Vraiment, cette pièce, elle nous a vraiment donné des frissons. La première question que je voulais vous poser, comment adapte-t-on une pièce de théâtre, un roman en pièce de théâtre? Il faut choisir une ligne dramaturgique bien claire parce que le roman il part un peu dans tous les sens, voilà, parce qu'il aborde plein de sujets différents. Moi j'ai voulu vraiment centrer sur le parcours entre le fils et la mère, ce que la mère donne au fils pour qu'il puisse parvenir là où il doit arriver, et sur la fin tragique entre guillemets qui conclut un peu toute cette histoire. Donc je suis resté fixé sur ça et puis après j'ai pas eu le choix. Est-ce que vous avez pris des libertés avec le roman de Romain Gary? Alors j'ai essayé de respecter à la virgule près le texte de Romain Gary. Parfois, vu que je l'ai mis en scène pour 3 comédiens, j'ai dû écrire des scènes pour donner un peu de dynamisme au plateau, j'ai dû écrire un petit peu des choses entre les comédiens pour que ça puisse être un peu plus vivant. Et voilà, grosso modo, j'ai dû peut-être rajouter quelques scènes par-ci par-là, mais sinon c'est le texte de Romain Gary à la virgule près. C'est bien pour ça que je l'ai mis en scène. Qu'est-ce qui vous a motivé à titre personnel à l'idée de décliner cette œuvre sur les planches? C'est mon histoire personnelle. Déjà, 2 choses. La première, c'est que je trouve le texte fabuleux. Là où je trouve l'auteur vraiment incroyable, c'est qu'il arrive avec détail et précision à raconter des choses fondamentales de la vie, comme l'amour inconditionnel qu'on a tous besoin de vivre, de connaître ou de reconnaître. Et je trouve qu'il le raconte avec un détail, avec une précision, avec des mots qui vont très loin dans la profondeur de l'âme humaine. Mais malgré la précision, le détail, c'est d'une simplicité. Et du coup, quand on le lit, on a l'impression d'aller très loin dans le cœur d'un homme, très très loin, mais de pouvoir tout comprendre, et tout est reçu, et il le fait avec beaucoup de poésie, beaucoup d'intelligence. Et puis c'est mon histoire personnelle. Moi je suis né en Arménie, dans une petite province arménienne. J'ai grandi sans père, seulement avec une mère, et depuis tout petit, depuis aussi loin que je me souvienne, que j'ai 2-3 ans, ma mère était persuadée que j'étais voué à un destin d'artiste brillant et tout ce qui s'ensuit. Ah ouais, le parallèle va jusque là, parce que je précise aussi que vous êtes effectivement né en Arménie. À l'âge de 4 ans, vous arrivez à Nice, dans le quartier de l'Ariane, je crois, avec votre grand frère et votre maman. Romain Gary, lui, pareil, est arrivé en France avec sa maman. Il a fui la Pologne. Donc vous avez vraiment quand il parle de la promenade des Anglais, quand il parle du club du Parc Impérial de tennis, c'est des choses que je reconnais, que je connais. Je trouvais quand même le hasard assez fabuleux à cet endroit-là. Et puis, dans le même sens, c'est que comme la mère de Romain Gary, moi j'ai une mère qui est arrivée et qui n'avait pas beaucoup de moyens et qui, à force de travail, de détermination, d'acharnement, a réussi à gagner beaucoup d'argent et à faire en sorte qu'à l'âge de mes 19 ans, par exemple, ou le jour où je lui dis « Maman, tiens, j'aimerais bien aller à
Paris pour devenir comédien dans une école qui s'appelle les Cours Florence, c'est la seule école que je connaissais en province professionnelle. Elle n'a pas hésité l'ombre d'une seconde et oui, il fallait payer mon école qui était à 400 € par mois, il fallait payer mon logement qui était à 600 € par mois, il fallait payer ma vie, ma nourriture, tout ça pendant 3 ans, ce qui revient à un sacré paquet d'argent. Elle n'a pas hésité une seconde et pendant 3 ans, elle m'a soutenu, ce qui m'a permis de ne pas travailler pour étudier et d'être complètement dans le cœur du travail et de pouvoir me faire des 53 heures par semaine d'études, de théâtre et tout ce qui s'ensuit. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai lu le texte et moi, j'ai vu la détermination de ma mère au travail qu'elle a eu. Et moi, au-delà du besoin matériel qu'elle m'a apporté, c'est surtout l'exemple qu'elle m'a donné dans l'acharnement au travail. Et c'est ça qui m'a sauvé. Comme pour faire cette adaptation, j'ai dû la faire en 1 mois. Mais je l'ai fait la nuit, pendant que la journée, j'étais pseudo en vacances pour pouvoir profiter de ma famille que je vois rarement parce que j'habite à Paris, eux dans le sud. Et je sais que c'est l'exemple que j'ai reçu pendant toute ma vie qui a fait que j'ai pu adapter ce roman en 1 mois. Et étant donné aussi, pour raconter un peu comment c'est arrivé, cette promesse de l'aube, c'est que les directeurs du Théâtre de la Renaissance, qui ont acheté le Théâtre du Contrescarpe il y a peu de temps, sont venus voir mon travail, Le Malade imaginaire au Théâtre du Chêne Noir. Oui, que vous avez également adapté, effectivement. Exactement. Et quand ils ont vu mon travail, ils m'ont dit, écoute, nous on vient d'acheter un théâtre, on aimerait beaucoup que pour le mois d'octobre, là, qui arrive, tu nous montes un spectacle. Je leur ai dit, mais excusez-moi, ça veut dire que j'ai 4 semaines de répétition. Ils me disent oui. Et sans savoir ce que c'est, oui. Qu'est-ce que tu veux faire? 3 comédiens, j'avais aucune idée. Et puis à un moment donné, quand dans mon esprit me traverse la promesse de l'aube, bon, ben là, il n'y avait plus d'hésitation, il y avait une envie, une motivation, une ambition incroyable. Et puis j'adore le challenge. Excusez-moi, vous avez dû travailler jour et nuit, parce que monter ça en 4 mois, c'est quand même un exploit. Et puis bravo aux comédiens qui m'ont suivi. Ah oui, on va en parler. Hein. Voilà, bravo. Donc c'est Delphine Hustet, Léonard Stefanica et Lucie Baumann qui m'a assisté à la mise en scène. Et oui, c'était un travail acharné parce qu'il fallait apprendre le texte en même temps qu'on jouait, qu'on mettait en scène et qu'on répétait la pièce. Tout ça dans une urgence assez folle, en sachant que la première arrivait très vite. Et c'est un gros morceau, La promesse de l'aube. C'est un 600 pages qu'il faut adapter, mettre en scène, diriger. Et donc c'était très costaud. Et je sais que tout ça, d'un point de vue personnel, c'est grâce toujours à l'exemple que j'ai reçu toute ma vie de ma mère. Votre mère, d'ailleurs, c'est intéressant que vous en parliez, rassurez-moi, elle n'était pas aussi mythomane que la mère de Romain Gary, parce que la mère de Romain Gary, quand même, on le rappelle, elle vend des chapeaux en faisant croire que c'est des chapeaux de Paul Poiret, n'est-ce pas? Bien sûr, une fois qu'elle arrive en France, voilà, elle vous voit comme un futur ambassadeur, le Gabriele D'Annunzio français, dit-elle. Exactement. Votre mère était quand même pas à ce point caricaturale. Franchement, je dirais pas mythomane parce qu'elle n'a jamais eu besoin de mentir sur des choses très concrètement, mais elle a pu enrober la réalité pour avoir ce dont elle avait besoin. Franchement, s'il fallait Elle forçait le destin. Elle forçait le destin, exactement. Elle a donné une forme et un sens au destin pour un être aimé, grosso modo. Et les thèmes qui sont traités dans cette pièce de théâtre sont universels et résonnent en vous, j'imagine. La question du déracinement, la question de l'immigration aussi, n'ayons pas peur des mots, il en est question aussi dans La promesse de l'aube. C'est ce qui fait que cette œuvre, aujourd'hui, elle traverse les âges sans prendre une ride? C'est des choses qui seront inconditionnellement toujours d'actualité dans le monde, dans la planète. C'est comment ça se passe, comment on reçoit l'immigration, comment on peut l'accepter ou pas l'accepter, quelles sont les causes et tout ce qui s'ensuit. Donc oui, c'est toujours ça. Et puis, qu'est-ce que c'est que de grandir dans un pays où on a l'impression constamment de ne pas faire partie à part entière de ce pays-là. Et franchement, il n'y a pas grand mal à cela, très sincèrement. Moi, par exemple, quand je suis arrivé en France, on nous a donné un logement, on nous a donné de l'argent tous les mois, on a offert à ma mère une formation pour apprendre la langue, on a inscrit à Pôle emploi pour qu'elle trouve du travail. Donc on arrive dans un pays où il y a 20 ans en tout cas, on savait nous accueillir. Et je suis de la génération, ma mère m'a dit, on n'est pas d'ici, sois gentil, fais attention, ne te fais pas remarquer. Moi, je suis de cette école-là parce que je suis de la première génération. Il y a des enfants qui sont nés ici et qui n'ont pas le même ressenti que moi parce qu'ils n'ont pas demandé à venir au monde non plus. Ils n'ont pas demandé à venir au monde en France. Ils n'ont pas demandé à ce qu'on les rejette et qu'ils doivent faire un effort beaucoup plus conséquent qu'un autre Français. L'intégration est plus compliquée pour cette génération-là que la vôtre. Bien, mais beaucoup plus parce que moi, je sais où je mets les pieds. Je sais dans quelles circonstances. Malgré mes 4 ans, j'avais conscience de ce qu'on était en train de faire et à quel point c'était un danger et un obstacle et un objectif grand à atteindre de pouvoir vivre ici. Faut quand même, on arrive dans un pays où on ne parle pas la langue. Il faut apprendre, il faut vivre les coutumes, les traditions de ce pays-là. Donc, en sachant tout ça, tu t'adaptes. Et oui, d'accord, je suis dans un pays qui n'est pas le mien. Et même malgré mes 25 ans, je le ressens toujours au quotidien. Et ça ne me dérange pas forcément. Je le vis bien, je l'accepte. Et en conséquence, j'arrive à m'en sortir, grosso modo. Parlons un peu de cette relation entre la mère de Romain Gary et l'écrivain. Comment vous décririez cette relation entre la mère et le fils, qui est très intéressante et qui est vraiment le fil rouge de cette pièce? Il y en a qui diraient qu'elle n'est pas saine parce que ça va beaucoup trop loin. Il y en a qui parlent d'Oedipe. Il faut savoir que justement Romain Gary a reçu un suivi psychologique où tous les traits de caractère et les trucs psychologiques, psychiatriques étaient ressortis, sauf le syndrome d'Oedipe. Justement, lui-même était le premier surpris du tiens, c'est étrange. Moi, ce que je peux dire, c'est
comment la mère a fait en sorte que le gamin n'ait pas le choix. Ouais. C'est-à-dire, moi, ça m'arrivait souvent parce que j'ai voué ma vie au travail, grosso modo, au détriment de ma vie sociale, au détriment de mes relations amicales, de mes relations sentimentales, de mes relations familiaux avec mes proches, etc., où j'ai voué ma vie à ça. Et je sais que c'est simplement parce que je n'ai pas eu le choix, parce que je ressens constamment la nécessité de devoir rendre à celle qui m'a donné la récompense de ses peines et le couronnement de sa vie, comme le dit très bien Romain Gary. Vous avez une dette à vie à votre mère? J'ai une dette à vie, bien sûr, et c'est en ça que le roman m'a touché, parce que j'ai l'impression que rien ne vaudra tout ce qu'elle a fait, et très sincèrement, rien ne vaudra tout ce qu'elle a fait. Et c'est ce que je disais aux comédiens quand on travaillait la pièce, je disais, c'est pas Romain Gary qui est incroyable dans l'histoire, c'est la mère de Romain Gary qui est incroyable. Lui, il a pu devenir ambassadeur, il a pu recevoir la Légion d'honneur, la Croix de guerre, et tout ce qui s'ensuit, tous les couronnements qu'il a eu militaire, et puis le prix Goncourt et tout ça. Mais tout ça, ça vaut rien à côté du travail accompli par sa mère pour qu'il puisse en arriver là. Voilà. Et donc, moi, c'est la relation que je vois principalement. Et ce que j'aime là-dedans, c'est, en fait, tout ça n'éduque qu'à une chose, c'est que moi, ça me prouve une seule chose. Que ce soit sa mère qui lui ait donné cette volonté ou quelqu'un d'autre, le fait est que quand on veut, on peut même toucher l'impossible, de partir d'une province perdue, d'une Pologne orientale, et devenir le plus grand écrivain français et un ambassadeur de France. On peut parce qu'on n'avait pas le choix et que la volonté humaine nous a permis de le faire. Maintenant, que ce soit la mère qui le donne ou nous-mêmes, en se disant à nous, on peut le faire, ça j'aime beaucoup et j'aimerais transmettre ça aux spectateurs. Le moment qui nous a tous fait sourire hier soir dans la salle, c'est cet interlude musical, vous savez, au moment où Romain Gary et sa mère arrivent en France et où le comédien Léonard Stefanica, qui en plus de jouer plusieurs rôles, est un violoniste absolument parfait. Il joue à ce moment-là, au moment où cette famille arrive en France, il joue « Ramener la coupe à la maison » de VJ Dream. Alors là, ça prête à sourire parce que c'est quand même une chanson qui a été jouée à l'époque de la Coupe du Monde de football en 2018, je crois. On est très loin de Romain Gary, là. Bah, très loin. Mais c'est là où je dois être fidèle au metteur en scène que je suis et surtout authentique. C'est-à-dire, si je mets en scène simplement avec une distance et en essayant de correspondre à l'univers de Romain Gary et du bouquin, ça sert à rien que je le mette en scène. Il faut aussi qu'il y ait quelque chose de très personnel et qui m'appartienne à moi. C'est comme toutes les autres musiques, il y a toujours une petite connotation arménienne, des petites choses des pays de l'Est. Donc il se trouve que Romain Gary vient des pays de l'Est, moi aussi, donc ça s'acclimate très bien. Mais la coupe à la maison, vous savez, en répétition, on est parti sur tout, sur du Charles Aznavour, sur du Traîné, sur autre chose. Et puis il y a un truc qui coinçait. Alors Traîné, on l'a aussi, hein, Douce France, on l'entend un petit peu en fond. Qui arrive pendant le deuxième acte. Mais je me disais, ah, c'est trop facile, c'est trop. Et puis, moi, dans les mises en scène que je faisais avant, des pièces de Molière, j'adaptais, je mettais ça dans un côté très urbain, ce qui est mon univers. J'aime le côté hip-hop, j'aime le côté urbain, j'aime le côté rentre-dedans, avec tout ce que ça inclut dans le comportement, dans l'univers, dans le monde. Et dans le Romain Gary, je voulais pas tomber dans ce piège. J'ai pas mis de rap ou des choses comme ça parce qu'il n'y avait pas de place à ça et je trouvais pas ça juste. Quoique au début, on a quand même l'impression qu'à un moment donné, vous faites des monologues en rappant quelque part. Mais ça, on m'a toujours dit dans le jeu. Mais sincèrement, je le fais pas exprès. C'est juste que j'essaie d'être pointilleux sur le texte, sur la pensée, sur la clarté. Mais c'est audacieux. Enfin, moi, je trouve pas. Je vous dis pas ça comme un reproche. Oui, hein. bien sûr. J'ai le sentiment, au contraire, que ça rend la chose très originale. Oui, exactement. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs moments comme ça où on a l'impression que ça rappe avec le violon qui était effectivement assez audacieux derrière. Oui, exactement, qui donne une petite portée. Je pense que vous parlez notamment de la tirade où c'est le fait d'être un diamant à la fin. Absolument. Voilà, exactement. Donc, oui, bien sûr, j'entends très bien. Et donc, la coupe à la maison, on s'est dit, et à un moment ça m'a traversé l'esprit, j'ai quelque chose qui représente beaucoup aujourd'hui la France, qui a marqué les esprits, qui peut faire référence à la France tout de suite, c'est VG Dream, la coupe à la maison, on a gagné la Coupe du Monde, c'est la France, c'est nous, allons-y sur ça et tentons. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui marche. Et une question que je vais vous poser aussi, pourquoi la musique est-elle si importante dans cette pièce? C'est vrai que c'est un parti pris, c'est vraiment ce que vous avez choisi. La musique est omniprésente, d'un bout à l'autre de la pièce. Pour quelle raison? Déjà, j'aime la musique, j'aime quand je fais du spectacle, que ce soit un vrai spectacle, qui ait du texte, qui ait une histoire, qui ait de la musique, qui ait un peu de danse, parce que je veux offrir le spectateur, il vient, il sacrifie une soirée, entre guillemets, il donne de l'argent pour cette soirée-là. Donc je veux vraiment qu'il soit satisfait, content, qu'il en prenne plein les yeux. Et pour moi, le spectacle à part entière, je peux pas faire en sorte, enfin, je peux pas me dire il n'y a pas de musique dedans ou autre chose. Et puis je trouve que la musique qu'on y a mis, ça y a apporté une poésie, une douceur, une légèreté, quelque chose qui survolait un peu, qui fait que le cœur peut se soulever un peu et on est un peu emballé par quelque chose. Et pour moi, c'était essentiel dans cette histoire que je pense qu'il doit être pris du bout des lèvres, du bout des doigts, qui doit être un peu suspendu dans les airs. Et le violoniste Léonard l'a très bien compris, il accompagne très bien ça. Tigran Mekitarian, vous restez avec nous. On accueille Bernard Babkin pour la dernière partie de cette émission. Par ici, les sorties.
immense, Bernard Babkin, j'aurais dû dire. Journaliste culture à Madame Figaro, quel plaisir de vous retrouver chaque semaine. Je Bernard. suis immense. Oh bah oui, écoutez, par la taille et par le talent, figurez-vous. Alors Bernard, une fois n'est pas coutume, vous êtes sur ce plateau face à notre invité culture parce que vous êtes aussi, vous allez au théâtre du Contrescarpe à Paris, vous êtes allé voir cette pièce, La promesse de l'aube, l'adaptation du roman de Romain Gary. Vous en avez pensé quoi, vous, à titre personnel? Moi, c'était mon coup de cœur de la semaine. Voilà. Des coups de cœur de la semaine, donc ça tombe bien. Je suis trop content de rencontrer Tigrane. J'ai vu aussi ces mises en scène des Molières aussi. Chaque fois, il y a de la musique aussi dans les pièces. Il y a toujours de la musique. Ce qui est formidable dans cette pièce, c'est d'abord l'adaptation, elle est d'une fluidité, c'est rapide, on entend tout, on entend toute cette histoire, c'est fabuleux. Dans un tout petit espace, la scène est toute petite, avec une table, une chaise, ça se transforme, on est ailleurs, on est ici, on est là. Alors tout ça est formidable. Et puis alors vous, en tant que metteur en scène, donc je le dis, ça, il y a une fluidité magique, la musique, c'est merveilleux. Et vous, en tant qu'acteur, vous pouvez jouer un enfant de 9 ans, un adulte, un militaire, vous pouvez tout jouer, on croit en tout. Alors ça, je sais pas, ça vient comment, ça? Très sincèrement, c'est l'auteur qui fait tout. Moi, mon métier, c'est vraiment que le texte, on puisse l'entendre et que je puisse paraître au présent lorsque je joue la pièce. Et donc, si le texte est bien écrit et que moi, je suis au présent sur le texte et que je ne triche pas et que je le donne au spectateur avec une réelle justesse, sans en faire trop ou pas assez, mais que je suis au bon endroit de là où je suis à l'instant T où je joue, alors on y croit, il n'y a pas de raison. Et puis, j'essaye vraiment d'être le plus subtil, et c'est un code de jeu que j'ai depuis longtemps, de jamais en faire trop. Plus le texte est beau, plus le texte est incroyable, moins je dois en faire. Et c'est là où ça marche. Si je dois jouer un texte qui est un petit peu écrit à la va-vite, très contemporain, une création, bon, je respecte toutes les formes de théâtre, mais on va dire un boulevard écrit un peu à la va-vite ou je sais pas, là j'ai intérêt à en faire des tonnes, pour attraper le coup, entre guillemets, pour un texte mal écrit. Attention, il y a des boulevards qui peuvent être formidables, je ne juge pas, mais un texte comme Romain Gary, je sais qu'en tant qu'acteur, ce que je dois faire, au maximum, c'est prendre du recul, mettre le texte en avant et qu'on entende le texte et on croira à tout derrière. Oui, mais même sans texte, il y a un moment dans la pièce où il n'y a pas de texte, vous dansez, et là vous avez le plateau pour vous. Et c'est très court, mais là aussi, vous possédez le public. Mais donc vous savez pourquoi? Non, mais non, vous allez me le dire. Je l'ai parce que je suis empreint de ce qui vient de se passer avant. Et encore une fois, si je ne force rien, les choses arrivent à moi naturellement. Et lorsqu'elles arrivent à moi naturellement, ce moment arrive au moment où je quitte la mer à la clinique Saint-Antoine, où c'est sans le savoir la dernière fois de ma vie que je la vois. On le sait et pas, donc, exactement. Et donc, au moment où je fais la danse, je suis empreint de ça. Moi, j'ai une chorégraphe qui s'appelle Vénus Yaffa, qui est formidable, qui m'a donné des clés. En 2 heures, on a trouvé quelques points de rendez-vous sur la danse. Et il fallait que simplement, je lui donne une interprétation. Et l'interprétation, si je suis juste avant et au bon endroit, j'ai quasiment rien à faire. Je dois juste suivre le mouvement. Et puis le corps, l'esprit, mon instinct prend le dessus. Mais je dois ajouter une chose, c'est que c'est là où c'est du spectacle vivant, c'est que vous êtes venu dimanche. Oui, bah vous savez Dimanche, tout. Vous avez été repéré, hein? Parce que moi, vous m'avez pas vu dans la salle. Hein. Je suis venu dimanche et c'est du spectacle vivant. C'est-à-dire que l'acteur, son danger, c'est pas d'être bon. Le danger pour un acteur, c'est d'être bon tous les soirs. Oui, bien sûr. C'est ça qui est très, 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 très compliqué. Ça dépend du public. Exactement. Non. Ah non? Non. Ah, j'ai cru que c'était grâce à moi. Non, ça aurait pu, mais non. Il a le rire communicatif, Bernard. Même si hier, pour le coup, il y avait beaucoup de scolaires dans la salle et à leur entrée, il y avait beaucoup de bruit, de fracas. C'est vrai que j'ai eu un peu peur de pouvoir les choper ou pas, mais ça ne pourra jamais être la faute du public. Le public, il ne paye pas pour passer un mauvais moment, il ne paye pas pour être malveillant. C'est-à-dire, s'il vient et que tu es bon, le public, il est avec toi. Si tu n'es pas bon, il n'est pas avec toi. Donc, c'est jamais la faute du public. C'est des instants de présent où est-ce qu'on en est. Et je sais que dimanche, quand vous êtes venus, j'étais personnellement très content de la date. Parce qu'on était au présent, on était dans les enjeux dramatiques, on ne surjouait pas, on ne sous-jouait pas, on était au bon endroit, les situations prenaient. Hier, je ne sais pas s'il faut le dire, j'étais pas content de la date du tout. Ah ouais? Ah non, pas du tout. C'est étonnant. Ben pourquoi? Alors dites-moi, parce que nous, on était contents du spectacle. Non, mais tant mieux. Mais c'est là où le travail est bien fait, entre guillemets, où la mise en scène, la direction d'acteurs, où les comédiens ont toujours leur savoir-faire. Ça reste solide et que même quand nous, on se sent pas bien, le travail marche et ça paye, et heureusement. Mais hier, non, j'étais pas content parce que il s'est passé ce qui se passe souvent, c'est-à-dire qu'on fait la première. La première, on comprend ce qui marche ou pas avec le public. On fait la seconde est toujours un peu plus bancale que la première si c'est un bon spectacle parce qu'on a repéré ce qui marchait avec le public. Et la deuxième, on essaie de jouer ce qui a marché à la première. On se dit, oulala, surtout ne pas rentrer dans ce piège. Et à partir de la 3e, 4e, 5e, on le trouve. Et là, on l'a trouvé. On était très contents à la 5e, donc dimanche, quand vous êtes venus, et on s'est dit, on a le spectacle. On arrive avec 3 jours de pause parce que je suis parti en tournée pour jouer le donjon. On arrive hier. Et hier, on arrivait avec un sentiment de devoir accompli. Ça y est, on a trouvé le spectacle, c'est génial. Et donc, quand on est arrivé, on était un peu dans la facilité.
On était un peu dans l'économie, si je peux me permettre. Bon, c'est dangereux ce que je dis, hein, pardon. Non, mais c'est un discours très honnête et honnêtement, il n'y a que vous qui l'avez vu. Mais parce que nous, voilà, c'est la vie d'acteur, c'est en tout cas les coulisses de la vie d'acteur. Et du coup, quand on a joué, je trouvais, moi, que les enjeux étaient un peu survolés, que c'était un peu trop facile, un peu trop au résultat, sans passer par le chemin qui est le plus important. Mais on reviendra dimanche. Alors on reviendra. Ouais, on est même demain. Allez, formidable. Bernard, une dernière question à Tigrane avant que vous nous donniez vos autres recommandations de la semaine. Il y a un moment, moi personnellement, et vous allez me dire si c'était la même chose, qui m'a interpellé dans cette pièce, c'est le moment où vous recevez 3 gifles de la part de la comédienne Delphine Hustet. Il est de dos. Mais vous êtes de dos, elle est en face de vous, vous êtes dos à la scène. Moi j'étais au 3e rang, Bernard, je ne sais pas si vous aviez la chance d'être aussi bien placé que moi, mais en attendant, ces gifles paraissaient très réalistes. Et honnêtement, je voulais vous demander, parce que vous n'aviez pas la joue rouge, donc vous n'êtes pas vraiment pris les gifles, j'imagine. C'est quoi le secret exactement? Dites-nous, parce que là, il va falloir que vous perciez le mystère. Alors, 2 choses. La première, c'est que j'aimerais parler le pourquoi du comment de ces gifles, qui sont quelque chose de très intéressant, qui reflète très bien la mère et le pourquoi du comment. La comédienne ne comprenait pas au début. Elle dit pourquoi, quand le gamin rentre à la maison, alors que ses camarades de classe ont insulté sa mère, pourquoi la mère frappe le gamin qui a pleuré pour défendre sa mère? Et j'ai expliqué à la comédienne en disant, vous vous imaginez, si vous avez sacrifié votre vie, si vous avez une vie manquée parce que vous donnez tout à votre gamin, dans l'espoir qu'il devienne un homme incroyable, si, lorsqu'à la première difficulté, il revient les bras baissés et défaitiste et perdant. À ce moment-là, elle n'a qu'une seule réaction, il faut qu'elle lui donne la force et le courage de ne jamais baisser les bras, que ce soit par rapport à des camarades de classe ou à n'importe quel objectif de la vie. Et donc, il faut un choc monumental. Et ce choc, ça passe à travers les mots qu'elle utilise, parce qu'elle lui dit, la prochaine fois que tu rentres à la maison et qu'on insulte ta mère, je veux que tu aies les os brisés. Je veux que tu reviennes en sang. Je veux que tu reviennes sur un brancard. Pourquoi? Ça veut dire bats-toi. Toute ta vie, tu te bats. Et c'est un truc qui va rester en lui. C'est pour ça qu'il dit, c'est la première et dernière fois de ma vie que j'ai tourné le dos à mes ennemis. Donc, ça passe à travers les claques. La deuxième chose, pour répondre à votre question, c'est pas compliqué, je mets la main là. Ah, c'est pas vrai! Ah, vous êtes un coquin. Franchement, moi, j'avais pas vu ça. Il faut ça. Pourtant, j'ai regardé, je me suis un peu levé, vous voyez, comme ça, mais non, j'ai pas trouvé. Très rapidement, Bernard, on va parler des autres. Bah oui, malheureusement, il nous reste que 3 minutes, vous voyez, donc là, il va falloir que vous soyez très efficace. La Misérable, vous vouliez nous en parler. Alors ça, c'est une pièce qui se joue, vous allez me rappeler l'endroit. Au Studio Marigny. C'est au Studio Marigny, voilà. Et vous nous avez choisi. Alors, La Misérable, c'est quoi? C'est une cousine des Misérables de Victor Hugo, c'est ça? Non, enfin, c'est le titre qui veut ça, comme ça. C'est la vie, c'est un seul en scène, d'une jeune femme, d'une jeune fille pauvre, qui n'a pas la langue dans sa poche et puis qui a envie d'arriver et qui va devenir la maîtresse de Victor Hugo. Et qui sera un peu à l'origine aussi du personnage de Cosette et de Fantine. Et toute sa vie, elle a vécu. Parce qu'elle était malheureuse aussi? Elle était très malheureuse, elle était pauvre, elle n'avait pas d'argent, elle voulait réussir, elle a posé nu pour des peintres, et puis après elle a commencé à voir Céline dans une pièce de Victor Hugo. Et elle trouve que, vu son talent merveilleux, qu'elle n'avait pas forcément, elle va voir Victor Hugo en lui disant 6 lignes. Non, c'est pas possible. Moi, il me faut 25, 30 lignes. À l'époque, les acteurs étaient payés à la ligne. Donc, elle veut plus. Mais là, elle voit Victor Hugo, qui est jeune encore, etc., dans la loge. Et elle lui dit, ah non, mais là, même pour vous, je jouerai gratuitement, même sans ligne. Jamais dire ça. Mais d'ailleurs. Si, parce qu'ils se sont tombés amoureux une fois à l'aventure. Juliette Drouet, après, elle a recopié ses pièces. Ils ont vécu ensemble. C'était une relation d'emprise, non? C'est ça? Après, c'est devenu quand même une relation d'emprise, oui, parce qu'il l'enfermait, il la battait un petit peu. Un petit peu? Ah oui, un petit peu. C'est une drôle de façon de traiter ses maîtresses. Un petit peu, beaucoup, passionnément, souvent, mais elle était sous emprise, vraiment, sous emprise. Mais apparemment, et c'est Julie Depardieu qui a le rôle, on dirait que c'est la haute couture pour elle. On dirait que ça a été écrit pour elle, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Elle a hésité à jouer ce rôle. C'est magique. Elle est seule en scène, elle raconte cette vie. En plus, elle évite le piège de la pièce un peu historique où c'est comme ça chronologique. On se dit en telle année il s'est passé ça. Mais elle le fait très bien, les changements de personnages, il y a des éclairages. Elle le fait avec beaucoup d'émotion, de tendresse, d'ironie. Elle est formidable dans ce rôle-là. Et on découvre aussi quand même que Victor Hugo n'était pas forcément celui qu'on croyait et il souffrait de priapisme, c'est-à-dire qu'il était en érection à peu près toute la journée. Ah oui, c'est vrai. Oui. Donc ça peut être handicapant. Juliette Drouet, ça faisait beaucoup de boulot pour Juliette.
Bon, Bernard Babkin, j'ai Pardon. pas envie que l'on divulgâche la dernière recommandation que vous nous faites, parce qu'il ne reste que 40 secondes, et je sais que vous y teniez beaucoup, donc vous nous en parlerez la prochaine fois quand vous reviendrez. Mais c'est injuste. Ah bah si, mais c'est comme ça, il va falloir que vous écoutiez, vous soyez un peu sage, Bernard. Je peux dire le titre un peu, non? Allez-y, allez-y, très rapidement. Les Demoiselles de Rochefort. Voilà, ça c'est du teasing. Merci beaucoup Bernard, merci Tigrane Mekitarian. Je rappelle, La Promesse de l'Aube, c'est au théâtre du Contrescarpe à Paris. C'est terminé pour cette émission, merci beaucoup de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Bienvenue en Ile-de-France, ça revient lundi. Victoire Sicora sera aux commandes de ce programme. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et à très vite sur Le Figaro TV.